Bonjour, alors aujourd'hui on va voir l'irréductibilité des polynômes cyclotomiques. Ma preuve préférée, je lui mets 3 cœurs, elle est de 1929, elle a été écrite par Isai Chour. Bien, euh, évidemment, elle ne remplacera jamais la preuve qu'on peut trouver dans le cours d'algèbre de Daniel Perrin, qui est une preuve qui est adaptée au public de, on va dire, L3M1. Celle-ci demande un petit peu plus de prérequis, à peine plus, et elle est vraiment superbe. Je fais de la pub pour cette preuve qui n'est pas très connue en plus. Et on va commencer par rappeler ce que c'est qu'un polynôme cyclotomique. C'est le produit des x moins oméga, où oméga décrit l'ensemble des racines primitives énième de l'unité. Bon, on a fait sur cette chaîne des petits calculs de polynômes cyclotomiques que vous pouvez voir. Hein, phi 1, phi 2, on est allé jusqu'à phi 104, hein, je crois. Voilà. Et on peut aussi l'écrire comme ça, c'est le produit pour... Donc on fixe une racine primitive énième de l'unité. Bon, j'ai fixé exponentielle de 2i sur n, donc égale zeta. Et donc c'est le produit des x moins zeta puissance k, où k décrit les éléments, bon je ne l'ai pas mis, mais c'est les éléments de 1 à n, qui sont premiers avec n. Voilà. Je vous rappelle que l'idée des polynômes cyclotomiques, c'est justement de donner une décomposition en irréductible sur Q de xn-1, et que cette décomposition, c'est xn-1 égale le produit pour d divisé n de phi d. Voilà l'intérêt. Alors on a phi n dans z de x, unitaire d'ailleurs dans z de x. C'est une récurrence qui provient de la formule dont je viens de vous parler, du produit des phi d avec d divisé en n. Et donc phi n est irréductible sur z. Z étant factoriel, phi n irréductible sur z, ça implique qu'il l'est aussi sur Q. Bien. Donc ça, c'est ce qu'on veut montrer. Bon, ça, c'est une récurrence facile et on l'admettra. Mais la preuve de Chour demande des prérequis qui sont borderline du programme de master. Les prérequis sont les suivants. D'abord, je vais appeler z bar l'ensemble ce qu'on appelle des entiers algébriques, donc les éléments de C, tels qu'il existe un polynôme unitaire à coefficient dans Z qui annule l'élément petit z. Voilà. Donc, dans le prérequis, j'admettrai que z bar plus multiplié est un anneau, et je vais montrer que z bar inter Q égale z. Voilà. C'est-à-dire qu'un rationnel qui est un entier algébrique, c'est forcément un entier. Bon, là, la réciproque est en clair. Alors, pour vous donner une idée de pourquoi c'est un anneau, eh bien, bon, si on prend deux entiers algébriques, on les additionne et on les multiplie, ça donne encore des entiers algébriques. Alors, il y a une preuve assez agréable avec le résultant qui nous donne, en fonction d'un polynôme annulateur ici et d'un polynôme annulateur ici, de ce type-là, eh bien, un polynôme annulateur de lui et un polynôme annulateur de lui, avec le résultant. Donc vous pouvez le voir sur ma chaîne. En tout cas, ici, j'admettrai ce résultat. Là, bon, celui-ci, ça ne coûte pas très cher de le prouver, et puis beaucoup d'étudiants en licence l'ont rencontré. Si je prends P de Z égale 0 avec P unitaire, j'écris ceci avec les AI dans Z, je suppose... Donc, bon, évidemment, cette inclusion, l'inclusion de là vers là, elle est évidente, mais je vais démontrer l'inclusion inverse. Donc, je suppose que j'ai un élément qui est rationnel et qui est un entier algébrique, donc il va vérifier ça tout en étant rationnel. Comme il est rationnel, il peut s'écrire alpha sur bêta avec alpha et bêta de deux entiers premiers entre eux. Alors, bon, en écrivant z égale alpha sur bêta, en multipliant par bêta puissance n, en passant de l'autre côté cette partie-là, j'ai alpha puissance n égale moins bêta facteur de ceci qui est un entier. Ce qui va faire que bêta divise alpha puissance n, et comme bêta est premier avec alpha, il est premier avec alpha puissance n, et il divise 1. Donc bêta égale plus ou moins 1, ce qui fait que z est égal
alpha ou moins alpha. En tout cas, il appartient bien à grand Z. Voilà. Bon, des choses assez connues. En tout cas, si vous ne les connaissez pas, c'est à connaître. Et avec ça, on a des prérequis confortables pour découvrir cette preuve magnifique. Alors, allons-y pour cette preuve. Donc, j'ai fixé zeta. Ça pourrait être n'importe quelle racine primitive énième de l'unité. Je vais fixer celle-là. J'ai donc l'ensemble des racines énième de l'unité, c'est les zeta puissance i allant de 0 à n-1, évidemment. Je vais prendre le polynôme xn-1. Eh bien, son discriminant, c'est n puissance n au signe près. Voilà, c'est ça qu'on va démontrer. Alors, c'est quoi le discriminant? Bon, le discriminant en général, donc on ordonne les racines du polynôme et on va regarder le produit des différences au carré de ces racines ainsi ordonnées. Donc ici, ça va être le discriminant, ça va être le produit pour i strictement inférieur à j, entre 0 et n-1, de zeta i moins zeta j, le tout carré. Ça nous donne le produit pour i différent de j, de zeta i moins zeta j. Voilà. Parce qu'ici, on avait un carré, ici, on n'en a plus, on a juste des composés. Bien. Ce qui fait que, au signe près, ici, je mets zeta i en facteur, voilà, et i va aller de 0 à n-1. Maintenant, je fais apparaître j moins i, je pose égal à k, d'accord, c'est k égale j moins i, il va parcourir, il va aller de moins i pour j égale 0 à n-1 moins i pour j égale n-1, mais en étant différent de 0. K est différent de 0, évidemment, parce que i est différent de j. Donc, je peux remonter tout ça entre 1 et n-1, cette fois-ci, toujours k différent de 0. Voilà, et donc j'ai plus ou moins 1 fois le produit pour i égale 0 à n-1 de zeta puissance i, et là, j'ai le produit de k égale 1 à n-1 de 1 moins zeta puissance k. Mais ici, on reconnaît évidemment la dérivée, si j'appelle P ce polynôme, eh bien c'est la dérivée de P en 1, puisque 1 est racine. Vous appliquez la dérivée vous factorisez ça, vous appliquez la dérivée d'un produit, vous évaluez en 1, et ça vous donne exactement ceci. Alors ça c'est facile à calculer, parce que la dérivée de P c'est xn-1, donc la dérivée de P en 1, c'est n. Donc ici, on va avoir n puissance n. Là, j'ai un produit des zeta puissance i, ça fait zeta puissance n, facteur de n-1 sur 2 par la série arithmétique. Bien sûr, comme zeta est racine n-ième de l'unité, si je mettais ça au carré, eh bien, j'aurais du zeta puissance n, donc 1, puissance n-1. Donc, au carré, je sais que ça fait 1. Donc, je sais que ce nombre-là, il vaut soit 1, soit moins 1. Donc, j'avais déjà plus ou moins, j'ai un autre plus ou moins, mais bon, c'est un plus ou moins, n puissance n. Voilà, on a démontré déjà le premier point, et c'est quand même un classique, c'est un classique à bien connaître, le discriminant de ce polynôme classique des classiques, xn-1. Bien. Maintenant, c'est là qu'on va conclure. On va supposer que phi n égale fg, avec f et g dans z de x. Je suppose que zeta, zeta est forcément, comme il est racine de phi n, il est racine d'un des deux. Donc je vais supposer qu'il est racine de f, et je vais montrer que toutes les racines de phi n, c'est-à-dire celles-ci, avec k premier avec n, sont aussi racines de f. Il suffit de montrer que si p ne divise pas n, alors f de zeta p égale 0. Pourquoi? Parce que à partir du moment où p ne divise pas n, zeta étant racine primitive n-ième de l'unité, zeta puissance p sera racine primitive n-ième de l'unité aussi. On pourra appliquer ce résultat en remplaçant zeta par zeta puissance p, et ainsi de suite, étant donné que k premier avec n implique que k c'est un produit de nombres premiers ne divisant pas n,
on aura tous les zeta puissance k qui sont présents ici, racine de f. Voilà, donc toutes les racines de phi n seront racines de f, et comme phi n n'a pas de multiplicité, vu que xn-1 n'a pas de multiplicité non plus, eh bien on aura phi n égale f. Voilà l'idée. Hein. Alors, allons-y, par l'absurde, supposons que zeta p ne soit pas racine de f. Voilà. Alors, je vais appeler R l'ensemble des racines de f, et je regarde le discriminant qu'on a calculé ici. D'une part, c'est égal, on l'a vu, à plus ou moins 1 fois n puissance n, mais d'autre part, eh bien, voilà, il s'écrit un certain z, qui est un entier algébrique, fois le produit de ces éléments-là. En effet, si vous regardez delta comme ceci, eh bien, là-dedans, il va y avoir, parmi les facteurs, zeta puissance p moins toutes les racines de f, fois un produit que j'appelle petit z, hein, et qui reste finalement dans l'anneau z bar que j'ai introduit tout à l'heure. Bah oui, puisque zeta étant une racine de l'unité, c'est un entier algébrique, et toutes les différences et les produits de zeta puissance k, ça va être des entiers algébriques. Donc ici, on va avoir un entier algébrique. Très bien. Alors ici, qu'est-ce que je reconnais? Bon, je prends bien sûr f unitaire, hein, on peut toujours prendre f unitaire. Et ici, je reconnais f de zeta puissance p. Voilà. Bon, donc, je vous rappelle qu'il est non nul, c'est pour ça qu'on a pu écrire ceci. Ça, c'est différent de ça. Bien, on a f de zeta puissance p. Alors maintenant, j'affirme que cet élément-là, il est dans l'idéal engendré par petit p dans l'anneau z bar. Alors, je le démontre. Je prends f de zeta puissance p. Comme f de zeta égale 0, ça fait 0. Maintenant, f, c'est un polynôme en zeta, ici. Voilà, f de zeta, c'est un polynôme en zeta. Je mets à la puissance p. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des termes diagonaux, ai puissance p, zeta puissance p puissance k, plus des coefficients binomiaux. Mais pour p premier, les coefficients binomiaux, qui ne sont pas les coefficients extrêmes, sont tous multiples de p. C'est juste le lemme d'Euclide, en fait. Hein. Bien. Donc, on va avoir ici cette somme-là, plus des multiples de p, avec des polynômes en zeta. Donc ici, ça reste des éléments, des entiers algébriques. Donc on est dans p z bar. Mais ai puissance p, par Fermat, c'est ai plus des multiples entiers de p. Donc ici, je peux envoyer ces multiples entiers de p là-dedans, et j'ai f de zeta puissance p. Je retrouve f de zeta puissance p, plus p z bar. Donc ça veut dire que f de zeta puissance p, c'est 0 modulo p. Donc c'est bien ce que j'affirmais tout à l'heure. Voilà, et regardez, c'est terminé, parce que je vais regarder n puissance n divisé par p. D'une part, on vient de voir que c'est dans z bar, mais d'autre part, évidemment, c'est dans q. Donc, c'est dans z, mais ça, c'est pas possible hein, par le TFA, parce que p ne divisant pas n, il ne peut pas diviser n puissance n non plus. Donc, c'est absurde, par le lemme d'Euclide, hein, évidemment. Donc, c'est absurde. Ce qui veut dire que zeta puissance p est bien racine de f, et donc par récurrence, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir toutes les racines de ce polynôme qui est un des simples sur c, donc il n'y a pas de souci. On a f égale phi n. Voilà, on a prouvé l'irréductibilité des polynômes cyclotomiques par une preuve que je trouve inhabituelle dans le monde du master, parce que ça utilise des choses un petit peu borderline, voilà. Mais en tout cas, elle est magnifique, elle est instructive, et on remercie Issa Ishour pour ce beau cadeau.